Bienvenue à la séance d'information pour l'élaboration du programme particulier d'urbanisme durable de la ville de Sainte-Catherine. Je suis Marie-Claire Lavertu, aménagiste chez Provencher-Roy et je vais me charger de faire la présentation pour vous aujourd'hui. Donc, il s'agit ce soir de la dernière étape de la procédure de participation, de consultation citoyenne. Je suis désolée, je vais trouver mon calme. Alors, la séance d'information, c'est notre dernière étape pour les ateliers participatifs et elle vise à vous informer de toute la démarche, des faits saillants de la démarche. Mais avant de commencer, j'aimerais laisser le micro à Amélie Hudon pour le mot de bienvenue. Alors, bien sûr, bienvenue. Merci Marie-Claire. Donc, Amélie Hudon, je suis la directrice des communications pour la ville de Sainte-Catherine. Je suis très contente encore de voir certains visages des personnes qui ont participé aux ateliers participatifs. Merci d'être présent encore parmi nous. Alors, effectivement, comme Marie-Claire le dit, aujourd'hui, l'objectif, c'est un peu de faire état de toute cette démarche de consultation collective, esprit libre. Comme certains m'ont entendu le dire lors des ateliers, c'est une démarche qui a quand même commencé en 2016, lorsqu'on a consulté les citoyens pour regarder tout le côté des parcs et espaces verts sur le boulevard Marie-Victorin notamment, pour faire justement une promenade riveraine. Et maintenant, bien sûr, on regardait plus du côté bâti, mais ça ne nous a pas empêché, à travers cette grande consultation, de revoir un peu les intérêts des citoyens, les aspirations quant aussi aux parcs et espaces verts du côté de la rue. Alors, aujourd'hui, c'est une séance d'information, bien sûr, pour faire état de cette grande démarche et ensuite, ça nous permettra, bien sûr, d'aller de l'avant pour faire un programme particulier d'urbanisme durable. Aujourd'hui, je suis accompagnée de ma collègue Marie-Josée Alpin, qui est la directrice du service de l'aménagement du territoire et développement économique. Marie-Josée. Bonsoir tout le monde, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Et sans plus tarder, Marie-Claire, je commencerai parce qu'on a quand même une belle présentation quand même qui fait état de 3 grandes démarches de la consultation collective. Parfait. Et donc, je reviens rapidement sur les objectifs de notre séance d'information. Le but de notre rencontre ce soir, dans un premier temps, c'est de faire un petit retour sur le portrait qu'on a réalisé sur le territoire du PPUD et dans un second temps, de vous informer sur les résultats globaux de la démarche participative et les conclusions qu'on a tirées de cette démarche-là, qui était effectivement en 3 étapes. La séance devrait avoir une durée approximative de 90 minutes. On va commencer par le retour donc sur les objectifs du PPUD et sur le portrait du territoire. On va poursuivre avec les résultats de la démarche participative. Dans un premier lieu, on va revenir sur les objectifs de la démarche participative et je vais vous présenter les résultats de cette démarche-là. Enfin, on pourra conclure avec un aperçu de la méthodologie qu'on va appliquer pour procéder à l'adoption et à l'élaboration et puis à l'adoption du PPUD. Autrement dit, comment on va concrétiser la vision de la ville, puis comment elle va se matérialiser sur le territoire. Donc, la démarche a commencé par le sondage en ligne qui a compté plus de 400 participants. Donc, ça a été une belle réussite. On a poursuivi avec la boîte à idées qui a été mise en ligne sur le site de la ville de Sainte-Catherine. Et en parallèle, on a tenu 3 ateliers participatifs les 14, 18 et 19 août. On finit avec ce soir notre soirée d'information qui est, une fois de plus, la dernière étape de notre démarche participative. Donc, rapidement, les grands engagements de la ville qui devraient être connus de tous les participants. Je crois que vous les avez déjà vus. On va repasser rapidement par-dessus. Donc, principalement sur l'engagement de la ville à assurer une rétroaction auprès de vous, des participants et des citoyens, et d'assurer une totale transparence et vous tenir au courant des démarches accomplies et des démarches à venir. Vous pourrez bien sûr consulter ce document en ligne sur le site de la ville. Les objectifs du PPUD sont de concilier
consiste à concilier les divers intérêts de la communauté, à adresser les enjeux du territoire, établir une vision d'avenir cohérente, définir les balises d'aménagement claires pour le territoire, diriger le développement du secteur dans le respect de son caractère unique et des aspirations des citoyens. On poursuit avec le portrait du territoire. On l'avait déjà vu durant les ateliers participatifs, mais je crois que ce n'est pas tous les participants ce soir qui ont participé à ces ateliers, donc ce serait bien de faire un retour sur le portrait. Donc, vous pouvez voir ici que le territoire est divisé, le territoire visé est constitué d'un ensemble urbain qu'on a encadré avec la limite en noir. Il comprend, donc il se situe à l'intérieur d'un découpage le long du boulevard Marie-Victorin et sur une longueur d'environ 2,7 km. On a un secteur qui est donc au bord de la voie maritime et qui comprend des ensembles résidentiels, des équipements collectifs locaux et régionaux, des services municipaux, des commerces. Il s'agit d'une porte d'entrée sur la ville de Sainte-Catherine. Aussi une porte d'accès pour beaucoup de quartiers résidentiels limitrophes, donc les quartiers résidentiels les plus près du boulevard Marie-Victorin lui-même. Et c'est une route, en plus d'être une route collectrice panoramique. Il y a le secteur qu'on étudie a, on s'entend, une richesse du point de vue naturel, du point de vue paysager, du point de vue historique, et surtout, il suscite un grand attachement chez ses résidents. Donc, rapidement, l'historique du développement a commencé au 16e et au 17e siècle avec une majorité de population amérindienne. On a poursuivi avec une période seigneuriale de la côte de Sainte-Catherine. À l'installation en 1890, l'installation du Cénophat commémorant Kateri Tekakwitha, qui est finalement un personnage historique et biblique très important pour la ville de Sainte-Catherine, mais à une échelle bien plus grande encore. En 1954, on a finalement la construction de la voie maritime du Saint-Laurent et l'écluse de la côte Sainte-Catherine qui aura énormément modifié le territoire et qui lui aura donné finalement la configuration à peu près qu'il a aujourd'hui. En 1973, Sainte-Catherine obtient le statut de ville. En 88, c'est l'acquisition des équipements du futur équiroparc, la construction de l'église Sainte-Catherine d'Alexandrie en 97, puis la construction du CHSLD en 1912. Ce sont les événements les plus importants de l'histoire du secteur, in a nutshell, dans un wrap-up bien court. Donc, au niveau de la démographie et de l'habitation, on sait qu'il y a eu une forte croissance de la population depuis peu après la fondation de la ville jusqu'au début des années 2000. La croissance a été très, très importante dans ces périodes-là et elle s'est poursuivie plus doucement à partir des années 2000, mais il faut comprendre que la population a toujours continué de croître, même si la courbe était beaucoup moins importante. En 2016, plus du 2/3 des ménages sont composés de 2 personnes. C'est une proportion assez importante de ménages en couple. La prédominance du groupe d'âge de 45 à 54 ans est aussi quelque chose de notable dans le quartier, dans le secteur du PPUD et la ville de Sainte-Catherine elle-même. On a aussi une population assez élevée de 14 ans et moins, donc des jeunes familles. On a une bonne proportion quand même de personnes migrantes, ce qui constitue 8% de la population. On peut aussi assumer que la population va continuer de croître d'ici à 2035 et on estime l'augmentation de la population à 1715 habitants supplémentaires, c'est-à-dire 865 ménages. Et c'est bloqué. Tout va bien. L'utilisation du sol et du parc immobilier, c'est principalement résidentiel.
Les parcelles occupées par un seul logement sont représentées en jaune pâle. On peut voir sur l'ensemble du territoire qu'il y a une prédominance donc de parcelles avec un seul logement. Plus de la moitié des maisons sont unifamiliales et la fonction résidentielle elle-même étant très, très importante avec un 6 750 logements privés. Cela dit, dans les dernières années, on remarque une tendance à la hausse des locations et des ménages vivant en appartement. Donc, une personne sur 4 aujourd'hui occupe un appartement dans un immeuble de 5 étages et moins. La forme urbaine, on se rappelle que le boulevard Marie-Victorin, c'est l'axe fondateur du réseau viaire. On a une trame viaire organique qui suit le tracé de la voie maritime du Saint-Laurent. Et on peut aussi constater que les époques de construction des parcelles sont très, très variées dans l'ensemble du territoire. On a beaucoup de construction qui a été réalisée entre 1970 et 2000, mais malgré tout, on peut constater que les constructions se sont faites au fur et à mesure sur une longue période de temps. Et ça explique une forme d'hétérogénéité dans les styles architecturaux qu'on connaît bien sur le boulevard Marie-Victorin. Ça occasionne donc un paysage hétérogène et tout à fait distinct. Les unités paysagères, c'est un ensemble de caractéristiques paysagères qui nous ont permis de séparer le territoire en secteurs d'intervention. Les facteurs influençant la séparation des unités paysagères tiennent de différents aspects visibles sur le territoire. Donc, on parle de l'usage, la dimension des terrains, l'empreinte au sol des bâtiments, le style architectural, l'époque de construction. Tous ces éléments-là font qu'on peut regrouper certains tronçons du secteur en différents sous-secteurs. Nous avons le secteur municipal, le secteur Cathéry, le secteur du Parc Optimiste, le secteur Brébeuf des Écluses, le secteur de la rue des Cascades et le secteur de la rue de la Marche, chacun ayant des traits paysagers qui lui sont propres et qui nous permettent de les distinguer les uns des autres, ce qui nous permet aussi de faire une analyse plus détaillée d'un territoire qui est finalement assez vaste. Ça se traduit de cette façon. Quand on pense unité paysagère, bien sûr, on a besoin de se faire un peu une tête sur qu'est-ce que ça peut donner. Donc, on va avoir différents bâtiments, différents styles et différentes époques. La mobilité, la route collectrice, donc, qui fait partie du réseau de camionnage, qui est le boulevard Marie-Victorin et qui est aussi un tracé, une route panoramique, une route importante pour les résidents limitrophes qui ont finalement besoin de ce boulevard-là pour accéder ou sortir de leur quartier. La route panoramique est identifiée comme paysage d'intérêt métropolitain par la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal. On a 5 liens nord-sud entre le secteur à l'étude puis le reste de la ville. On a, encore une fois, une trame urbaine non orthogonale qui est formée de plusieurs impasses et donc qui rattache au boulevard Marie-Victorin, ce qui fait que certains quartiers sont vraiment dépendants du boulevard pour l'accès, la sortie, l'entrée. 3 circuits de lignes d'autobus desservent le secteur, la 31, 32 et la 37, auxquels on ajoute un service de transport adapté. Enfin, l'expérience piétonne est peu conviviale et on a observé sur le territoire un enjeu de cohabitation avec les cyclistes, avec la piste cyclable qui est en site partagé. Nous en venons donc au résultat de la démarche participative. Les objectifs de notre démarche étaient avant tout d'acquérir une compréhension fidèle de la perception qu'ont les citoyens du boulevard Marie-Victorin.
il fallait valider et bonifier les constats et les enjeux qu'on avait déjà identifiés sur le territoire en le caractérisant. On a recueilli les opinions et les idées des parties prenantes et on voulait élaborer des balises ou des mesures d'intervention qui permettraient l'atteinte du scénario consensuel pour le boulevard Marie-Victorin. C'est à ça que servait l'ensemble des démarches participatives. On les a détaillées en 3 activités qui ont fonctionné en complémentarité les unes des autres. Certaines informations sont revenues dans chaque activité et d'autres étaient vraiment propres à chacune des activités et venaient se complémenter. Ce qui fait qu'à l'issue de cette démarche-là, on aura réussi à obtenir une bonne perception du vécu, puis des impressions des parties prenantes et des participants à la démarche. Le sondage en ligne nous a permis de mieux connaître les valeurs et intérêts communs de la communauté. Il a touché une grande population, comme on avait dit, plus de 400 participants. Les perceptions actuelles et les aspirations quant au réaménagement futur du territoire ont aussi été recensées durant le sondage. La boîte à été, qui était en ligne pendant une période de temps donné, nous a permis de recueillir un maximum de propositions d'aménagement venant des citoyens et d'évaluer le niveau d'adhésion d'autres participants à ces propositions-là. On pouvait voir un certain enthousiasme pour certaines propositions données et on a pu venir confirmer certaines données qui étaient apportées par le sondage, les ateliers participatifs, et on a aussi eu des nouvelles données qui n'étaient pas ressorties ailleurs. Enfin, les ateliers participatifs qui nous ont permis de stimuler un dialogue entre certaines parties prenantes avec les citoyens, puis de prendre le pouls de la population en ce qui concerne les futures orientations d'aménagement du programme particulier et les mesures de mise en œuvre qui s'offrent à la Ville pour réaliser son aménagement. Donc, le sondage en ligne, on avait un total de 30 questions, 21 questions étaient à choix multiples, 9 questions à développement. Dans les questions à choix multiples, il serait bon de mentionner que le participant avait l'option de cocher plus qu'une réponse dans plusieurs cas, ce qui fait que des fois, on arrivait avec des résultats qui donnent plus de 100% si on les compile tous ensemble. Mais l'idée, c'était de saisir une appréciation de certains éléments plutôt que de faire voter les gens sur des données bien précises. On a eu un total de 402 répondants. 211 répondants demeurent dans le secteur du PPUD. C'est 55% de la population sondée. 28% des résidents sont des résidents de Sainte-Catherine depuis moins de 5 ans. Tous les autres y sont depuis plus longtemps, dans les 55%, dans les 211 répondants. On avait 1 tiers d'hommes, 2 tiers de femmes. La majorité de nos répondants étaient des ménages en couple avec enfants, ce qui représente assez bien le bassin de population présent sur le territoire. On avait une minorité de ménages en colocation, moins de 1 ou moins de 1%. La majorité des répondants étaient âgés de 35 à 44 ans et une minorité de répondants étaient âgés de 18 ans et moins ou de 75 ans et plus. Donc, on est allé chercher une population active. Donc, le sondage en ligne on a regroupé les questions selon différentes thématiques afin de simplifier la lecture pour les répondants, mais aussi afin de bien structurer la synthèse des données qu'on a recensées. En dehors des questions relatives au profil du répondant, les thématiques étaient l'attachement sentimental à la ville de Sainte-Catherine, les habitudes de déplacement sur le boulevard Marie-Victorin, la vocation et l'identité du lieu actuel, la vocation et l'identité du lieu projeté et le développement durable. Donc, l'attachement sentimental à la ville de Sainte-Catherine est fortement lié à la lumière des données recensées dans le sondage. On peut voir que l'attachement au territoire est essentiellement lié à son caractère maritime, à ses vues panoramiques sur le fleuve, sur la ville de Montréal, sur le territoire lui-même. Tout ça sont des atouts qui résonnent très fort chez les citoyens. Le récréoparc, qui joue un rôle majeur dans l'attachement des citoyens à Sainte-Catherine. L'ambiance bucolique est revenue très souvent dans les discours, dans les réponses à développement et
parfois dans les choix de réponse. Le patrimoine naturel riche, tout ça, c'est des éléments qui sont très prisés et qui sont beaucoup, beaucoup ressortis du sondage. L'histoire, le patrimoine historique, le patrimoine bâti, parfois, sont aussi des atouts qui ont été identifiés par les répondants. Puis enfin, son caractère familial qui aussi crée un sentiment d'attachement par le passage des générations au sein du territoire lui-même. Les habitudes de déplacement sur le boulevard Marie-Victorin, on a pu déterminer avec le sondage, entre autres, que les répondants utilisent le boulevard principalement parce qu'il leur permet d'accéder à leur lieu de résidence. Comme on avait dit, le boulevard Marie-Victorin est une entrée de ville. C'est souvent, pour certains quartiers, le seul accès aux résidences. Il est aussi énormément utilisé pour atteindre le récréoparc, qui est pour le récréoparc aussi le seul accès. Près de la moitié des répondants emploient le boulevard Marie-Victorin quotidiennement, donc à tous les jours. Les répondants font l'usage d'une diversité de modes de déplacement au sein du territoire. On a une grande majorité de ces déplacements qui sont faits en automobile. C'est 71% des déplacements, dont 62% des déplacements automobiles sont faits en automobile solo. On a quand même un 16% de déplacements qui sont effectués à pied. Donc, c'est l'autre. On a un peu les deux opposés. Énormément de gens aiment se promener sur le boulevard Marie-Victorin pour la vue, pour les parcs, pour l'ambiance bucolique. Et c'est beaucoup ressorti dans les données du sondage. On a aussi le vélo avec 9% d'utilisateurs. Très, très peu de répondants au sondage emploient les transports collectifs. L'automobile, donc, est un incontournable pour les déplacements quotidiens des répondants et ils sont peu nombreux à manifester un intérêt de diminuer l'usage de l'automobile pour des modes plus durables. Enfin, diminuer l'usage de l'automobile solo principalement, mais l'automobile en général. Les répondants ont aussi formulé des préoccupations en lien avec la congestion routière, la sécurité dans le partage des espaces de circulation, tant pour les modes actifs entre eux, par exemple les piétons et les cyclistes qui doivent partager la piste cyclable, mais aussi les modes actifs versus les automobiles sur certains croisements ou quand les piétons finissent par choisir d'utiliser le trottoir qui est situé au côté sud du boulevard Marie-Victorin. La vocation et l'identité du lieu actuel, pour les répondants, ça se traduit par le caractère naturel unique du territoire. L'aspect bucolique, encore une fois, du boulevard Marie-Victorin, les paysages, les vues panoramiques, particulièrement les vues sur le fleuve Saint-Laurent, ont beaucoup, beaucoup été évoqués. Les répondants ont aussi souligné la double vocation du boulevard Marie-Victorin, soit un lieu de destination où les gens vont juste apprécier les services qu'ils y trouvent, les restaurants, les parcs. Et c'est aussi un lieu de transit tout à fait plus agréable que, par exemple, la route 132, qui est l'autre alternative est-ouest. La valeur historique du territoire est aussi très importante pour les participants et l'accessibilité à l'eau pour la pratique d'activités nautiques comme la pêche, la descente de bateaux, la notion de l'eau reste toujours omniprésente dans le discours des participants. La vocation et l'identité du lieu projeté, ça rapporte à ce que les participants aimeraient voir se développer sur le territoire du PPUD. Donc, pour les participants au sondage, il y a un désir de cultiver, de consolider les éléments de vocation et d'identité du lieu actuel. Pour eux, c'est une priorité. Donc, maintenir le caractère bucolique, maintenir les accès à l'eau, peut-être les consolider, les renforcer, tout ce qu'on a vu finalement dans la vocation du lieu actuel. On a souligné l'importance du lieu comme une destination, les activités récréatives, les rassemblements, tout ça, ce sont des éléments qui, dans le lieu projeté, sont essentiels pour les participants au sondage. L'importance d'encadrer le développement du territoire a été relevée par la majorité des participants. Donc, il y a vraiment une volonté d'exercer, de porter une attention toute particulière au développement de ce territoire-là, puis d'en faire la meilleure version du boulevard Marie-Victorin possible.
Concernant les développements futurs, les répondants souhaiteraient voir une amélioration au niveau du cadre bâti, toujours dans l'esprit de consolider la vocation de l'identité actuelle du lieu. On a eu beaucoup de commentaires qui rattachaient encore une fois à l'eau, au style nautique, au caractère bucolique du secteur. C'est des choses que beaucoup de participants au sondage ont mis de l'avant pour la projection du lieu dans l'avenir. L'ajout d'espaces de rencontre qui a été bien mentionné par encore une majorité de répondants. Et d'ailleurs, plusieurs ont spécifié une volonté d'implémenter des principes de développement durable au bâtiment et le verdissement du secteur. Donc, l'ajout d'arbres, intégrer les principes de construction durable sur les nouveaux bâtiments et améliorer les bâtiments existants pour qu'ils tendent vers, encore une fois, la construction durable. À ce propos, le développement durable, les répondants ont une conscience manifeste des enjeux climatiques puis des besoins de la ville de se tourner vers un développement urbain durable. C'est une notion qu'ils ont déjà tout à fait acquis. Il n'y avait pas vraiment d'instruction à faire de ce point de vue-là. La majorité des répondants avaient une bonne compréhension des choix de la ville en matière de développement urbain durable, la densification, la construction sur les espaces vacants, la conservation d'espaces naturels, le transport collectif, le transport actif, les constructions écologiques. Toutes ces notions-là sont revenues à plusieurs reprises quand les répondants étaient questionnés sur le développement durable. La notion de densification résidentielle n'en demeure pas moins qu'elle inquiète une portion importante des répondants au sondage. Beaucoup ont manifesté de l'intérêt pour une certaine forme de densification, du moment qu'ils tendent au logement abordable, qu'ils incluent des commerces et des services de proximité. Donc, il y a une forme de conditionnel qui s'impose avec la notion de densification qui est aussi dans les grandes lignes du développement durable. Les ateliers participatifs, pour recueillir un maximum de propositions d'aménagement puis évaluer leur niveau d'adhésion, l'enthousiasme des participants était donc relevé à l'aide d'ateliers participatifs qu'on a divisés en 3 principaux sujets, soit l'identité, le patrimoine et le paysage, les milieux de vie et de développement urbain et l'accessibilité et la mobilité durable. Donc, l'identité, le patrimoine, le paysage, ça se rattache, on l'a entendu plusieurs fois, on l'a reçu plusieurs fois, ça rattache au slogan de la ville, « Ma ville au bord de l'eau ». Donc, au cours des ateliers participatifs, les participants ont émis des souhaits qui tendaient vers le lien avec l'eau, avec la nature, de développer ce lien-là par toutes sortes d'interventions comme l'installation d'un belvédère, des descentes de bateaux. Certains ont suggéré la location d'embarcations légères comme des kayaks, des paddleboards, l'aménagement d'une promenade tout au long de la berge sur l'ensemble du territoire, une offre bonifiée en services et en activités qui serait complémentaire au récréoparc et la préservation et la mise en valeur de l'atmosphère bucolique du territoire qui est toujours un must dans le discours des participants. La signature architecturale typique, ça consiste finalement en un souhait des participants de reconnaître le territoire dans le paysage, dans le cadre bâti. Beaucoup ont suggéré de souligner l'entrée de ville par des fois une signalétique, des fois un style architectural plus marqué. Encore une fois, on cherche à consolider le lien avec le récréoparc, justement dans une signature paysagère puis une signature architecturale qui rattache au milieu naturel, à l'ambiance puis au cadre du territoire et en lien avec le récréoparc. Identifier les éléments attractifs typiques du secteur par une signalétique. C'est quelque chose qui est revenu dans à peu près tous les ateliers où les participants manifestaient un besoin de retrouver, d'identifier les
les éléments clés du secteur, les éléments attractifs, les éléments historiques, tout ce qui rend finalement le territoire unique et intéressant. Ça peut être pour les participants, ça pourrait être souligné avec justement une signalétique, des panneaux informatifs, des drapeaux. Il y a toutes sortes de façons de le faire et il y a beaucoup de suggestions qui ont été apportées. Enfin, encadrer le développement urbain et homogénéiser le cadre bâti. Donc, un peu dans le même sens que les sous-secteurs du territoire du PPUD, il y aurait matière à homogénéiser le cadre bâti sur le boulevard Marie-Victorin. L'impact visuel est très important dans l'identité, dans le patrimoine et dans le paysage du secteur pour les participants. Beaucoup ont proposé d'aménager des points de vue tout au long du fleuve et d'améliorer les vues panoramiques existantes. La mise en valeur du patrimoine naturel, le patrimoine architectural et le patrimoine historique, encore une fois par la signalétique, est quelque chose qui est beaucoup revenu dans les discussions au cours des ateliers. Le milieu de vie, le développement urbain, ça rapporte, encore une fois, ça peut se décliner en 3 éléments principaux. Les participants ont souligné, ont apporté un discours qui rapporte aux usagers en lien avec le territoire. Ils ont, par exemple, demandé d'améliorer l'accès aux berges, ajouter du mobilier urbain, améliorer l'offre en activités commerciales, en activités culturelles, des activités saisonnières, éphémères, des événements finalement qui renvoient à l'usage du territoire. On nous a proposé de créer des lieux de rencontre, des lieux de socialisation, de conserver les armatures et d'en augmenter la plantation. On cherche un équilibre entre le tourisme, la culture, la vitalité, mais aussi l'ambiance bucolique, le calme, la nature qu'on retrouve également au sein du territoire. On veut toujours souligner l'entrée de ville, mettre en valeur les bâtiments à caractère patrimoniaux, identifier les éléments attractifs typiques du secteur et revaloriser, si possible, le site du motel qui est finalement l'entrée de ville. Les logements, beaucoup ont souvent été abordés par les participants aux ateliers. Beaucoup ont proposé une mixité des usages, une mixité commerciale résidentielle, une mixité sociale. La notion de logement abordable a été évoquée et ça a suscité beaucoup d'enthousiasme parmi les participants aux ateliers. On cherche aussi à atténuer l'impact des constructions résidentielles par la création de zones de transition entre le domaine public et le domaine privé. Donc, une chose qui est apparue dans les ateliers, c'est au niveau des nouvelles constructions, souvent l'emprise est importante du nouveau bâtiment. Il y a moyen d'atténuer cela et beaucoup de propositions ont été faites dans ce sens-là. Donc, encore une fois, la plantation d'arbres, l'aménagement paysager, la plantation de plates-bandes fleuries, des choses comme ça qui peuvent brouiller une limite qui est parfois très cassante entre la rue et la propriété privée. On cherche aussi à créer un équilibre entre la vitalité des commerces, la densification, les besoins de logements abordables, la préservation des espaces verts, tout dans ces démarches-là. Finalement, on nous a proposé de guider les développements futurs de façon à respecter toujours le caractère du secteur, le caractère bucolique, le caractère naturel, puis de répondre de cette façon-là aux aspirations des citoyens. La dernière chose, au niveau du milieu de vie et du développement urbain, les usagers et le récréoparc. Beaucoup de participants ont souligné que la création d'une ambiance au sein du territoire en complémentarité avec celle du récréoparc serait une amélioration sur le milieu de vie, puis ça consoliderait l'identité du territoire. Mais dans ce cas-ci, le milieu de vie, le développement urbain devrait prendre un virage pour s'agencer au récréoparc.
L'ambiance apportée par le paysagement, les activités touristiques récréatives, la contemplation sont des choses qui sont recherchées par les participants. Et toujours le récréoparc, il faudrait, beaucoup de participants ont demandé à consolider le lien, à s'approprier en quelque sorte les valeurs du récréoparc au sein du territoire. L'accessibilité et la mobilité durable. Pour les participants, le boulevard Marie-Victorin, c'est le plus beau lien est-ouest de Sainte-Catherine. La piste multimodale a été évoquée par beaucoup de participants. On a notamment parlé d'un enjeu de sécurité pour les piétons qui entrent souvent en conflit avec les cyclistes. On a remarqué qu'il y a deux types de cyclistes qui empruntent le territoire. Ceux qui appartiennent au territoire même, qui y restent, qui se déplacent à l'intérieur de la ville. Puis, il y a ceux qui la traversent, qui sont finalement les usagers de la route verte, qui traversent littéralement le territoire du PPUD. Donc, beaucoup de citoyens ont demandé de prévoir une séparation des différents modes actifs pour réduire les enjeux de sécurité. Au niveau du boulevard Marie-Victorin, on nous a proposé une bonification de l'offre en stationnement, particulièrement dans un contexte où le territoire serait appelé à se densifier. Ça a été un enjeu évoqué par plusieurs participants que, éventuellement, les espaces de stationnement viendraient à manquer. On a aussi évoqué des enjeux de congestion automobile dans le secteur, notamment le secteur Brébeuf au moment de la levée du pont-Levant. Ça crée des congestions et ça crée des problèmes d'accès à leur domicile à ces résidents qui sont dépendants du boulevard Marie-Victorin pour rentrer dans leur quartier ou en sortir. Une autre chose qui est ressortie des ateliers participatifs, c'est le comportement de certains automobilistes qui créent des nuisances sonores et bien sûr des enjeux de sécurité pour les modes actifs. Des participants ont suggéré de convertir le boulevard en sens unique pour atténuer l'impact des automobiles, de créer des traverses piétonnes plus sécuritaires, des aménagements physiques qui pourraient aussi sécuriser le piéton, lui permettre peut-être de traverser sur une moins grande distance. Puis, l'amélioration des trottoirs, planter des arbres aux abords du boulevard, créer de l'ombre. Au niveau des transports collectifs, en fait, la notion des transports collectifs a été très peu abordée durant les ateliers participatifs. La conversation suit son cours, on discute des notions importantes, puis finalement, les transports collectifs n'ont pas beaucoup été débattus. Certains participants ont soulevé la possibilité d'établir un service de navette avec le récréoparc, puis d'autres, il y a eu d'autres propositions pour l'installation de vélos électriques en principe récréo-touristique, mais ça se limitait pas mal à ça. Au niveau de la boîte à idées, on a fait sortir 5 thématiques qui ont été suggérées aux citoyens dans le but de leur donner un peu l'inspiration. Chaque thématique présente une série d'idées afin de permettre aux citoyens de se prononcer sur chacune d'elles et de réagir à chaque idée selon les thématiques. Donc, on a l'identité culturelle. Il y a eu 4 idées consensuelles qui ont été dégagées des votes. La notion de paysage, encore 4 idées consensuelles qui ont été dégagées des votes. Les idées consensuelles, c'est finalement les idées soumises qui ont suscité un engouement, qui ont suscité des réactions positives de la part des gens qui venaient voter en ligne. Les lieux de rencontre nous ont fait sortir 3 idées avec les votes des participants. Le milieu de vie, qui ont sorti 4 idées consensuelles, et l'accessibilité et la convivialité des routes panoramiques, où 3 idées consensuelles ont été dégagées des votes des participants. Donc, l'activité de la boîte à idées nous a aussi permis aussi aux participants d'émettre des propositions libres, donc sans nécessairement être guidés par les 5 thématiques suggérées. Certains participants ont proposé des idées qui venaient sur des thématiques tout à fait libres. 2 idées consensuelles ont été dégagées de ce qui rattache à l'habitat accessible et animé.
4 idées, on nous rapportait à l'ambiance urbaine et 3 idées partaient du réaménagement du domaine public. On va pouvoir les explorer. Au niveau de l'identité culturelle, les participants ont prononcé leur accord visant à refléter le caractère maritime du boulevard et de son fleuve. Plutôt que de vous lire chaque proposition énumérée dans les boîtes à idées, on peut les rapatrier finalement selon certaines caractéristiques. Donc, refléter le caractère maritime du boulevard et du fleuve, c'en est un. Ça se réaliserait à travers la préservation du décor au bord de l'eau, la relance d'activités pratiquées à l'origine sur le fleuve comme la pêche sur glace et l'accès au fleuve de façon générale. Il y a eu 22 votes pour cette idée et ça représente finalement, de ces 22 votes, 96% étaient positifs face à cette proposition-là. Il y avait aussi une idée visant à positionner le boulevard comme le centre-ville de Sainte-Catherine à travers des interventions visant l'environnement du boulevard. On avait aussi, on a recueilli un total de 24 votes pour cette idée et 55% des 24 votes étaient positifs vis-à-vis de cette notion de revaloriser le boulevard comme un centre-ville de Sainte-Catherine. Il y avait révéler et mettre en valeur le passé historique du boulevard et de ses abords à travers la composition et le traitement des aménagements des espaces publics. 18 personnes ont voté pour cette idée et 89% de ces votes étaient en faveur de cette idée. Enfin, il y avait inscrire les divers projets immobiliers en respect de la continuité historique de la ville à travers la conservation du patrimoine bâti, ce qui façonne le boulevard. 19 votes pour cette idée et 73% de votes positifs. Donc, les idées qui portent sur l'identité culturelle sont accueillies positivement du point de vue de l'attachement sentimental et du développement. Le paysage, dans cette thématique-là, les participants ont prononcé leur accord visant à refléter une expression architecturale champêtre, à prioriser la préservation des composantes naturelles du domaine public et privé, des accords visant à refléter une expression architecturale contemporaine et à protéger et mettre en valeur le caractère naturel et bucolique. On a encore ici des votes qui varient entre 18 et 22 votes par idée. Et encore une fois, ce sont des idées consensuelles, donc qui ont reçu un pourcentage assez important de votes positifs. L'expression architecturale champêtre se réalisera à travers le langage architectural des projets résidentiels, donc des projets à venir, et l'atteinte d'une harmonie d'ensemble paysager. 60% des votants ont voté en faveur de cette idée-là. La priorisation et la préservation des composantes naturelles se ferait à travers la conservation des armatures, la végétation existante, puis leur intégration dans le cadre des projets privés publics. Là, on avait un 94% de votes qui étaient positifs, qui étaient favorables à cette idée. Elle a suscité énormément d'engouement. Refléter une expression architecturale contemporaine se ferait à travers un langage architectural, des projets résidentiels et l'atteinte d'une harmonie d'ensemble paysager. On a un 54% de votes recueillis qui étaient favorables à l'idée. Enfin, protéger et mettre en valeur le caractère naturel et bucolique, ça, c'est quelque chose qui a suscité aussi beaucoup d'engouement. Donc, 18 votes et 89% de ces votes étaient favorables. Ça se réalise à travers les efforts de verdissement et la qualité des aménagements paysagers. Les lieux de rencontre. Pour cette thématique-là, les participants ont prononcé leur accord visant à offrir des activités culturelles diversifiées et accessibles à tous les résidents et visiteurs, à positionner les berges de la voie maritime comme vitrine culturelle et artistique et finalement bonifier l'offre et la variété des spectacles en plein air. 3 idées qui ont encore une fois suscité énormément d'engouement. En fait, 100% des votes recueillis pour l'idée d'offrir des activités culturelles diversifiées et accessibles étaient favorables. Ça se réaliserait pour le participant à travers la planification du programme d'activités culturelles, soucieux des besoins et intérêts de la communauté multigénérationnelle. Le positionnement des berges de la voie maritime comme une vitrine culturelle artistique a reçu 16 votes
et 94% de ces votes étaient favorables. Ça se réaliserait à travers la diffusion de l'art urbain, la promotion culturelle dans les lieux. Enfin, bonifier l'offre et la variété des spectacles en plein air qui se réaliserait à travers la programmation des espaces, des parcs et des espaces verts du boulevard pour accueillir différents éléments en plein air comme la musique, le théâtre, des contes ou bien des repos. On a eu un 18 votes et 94% d'entre eux étaient favorables. Donc, les idées qui portent sur le boulevard comme lieu de rencontre sont aussi accueillies positivement du point de vue de la programmation d'activités et de son positionnement attractif. J'aimerais ici rappeler que ce sont des idées émises par des citoyens donc dans une boîte à idées et des citoyens par des participants émis dans une boîte à idées. On n'est pas encore à une étape de planification. On a recueilli, donc, on a récupéré les idées, on a analysé les idées, on leur a donné des qualificatifs pour mieux traiter l'information qu'ils représentent. Ce ne sont pas encore des interventions qu'on irait nécessairement porter. On n'en est pas encore à cette étape-là. Mais les participants, quand ils émettent leurs idées, ils donnent des pistes d'action en lien avec les idées qui pourraient permettre de les concrétiser. Et c'est ça qu'on rapporte ici. Au niveau du milieu de vie, les participants ont prononcé leur accord visant à prioriser une offre commerciale pour les résidents de Sainte-Catherine, à diversifier l'offre commerciale et attirer des nouveaux commerces contribuant à l'animation du quartier, à prévoir une offre commerciale complémentaire à celle des villes voisines et à privilégier la mixité verticale qui stimule la vitalité du quartier et l'offre de logement. Celle-là, je vais la préciser, ça se fait à travers l'aménagement de locaux commerciaux au rez-de-chaussée des logements et au rez-de-chaussée avec des logements aux étages supérieurs. C'est ça qu'on veut dire quand on parle de mixité verticale. C'est quelque chose qui a obtenu 20 votes avec un 75% de votes favorables. Toutes ces idées-là qui portent sur le milieu de vie sont aussi accueillies positivement d'un point de vue de la vitalité commerciale. L'idée de prioriser une offre commerciale pour les résidents de Sainte-Catherine a reçu 17 votes et ils étaient tous favorables. Les propositions viendraient en comblant l'ensemble des besoins des résidents tout en accordant une notation au développement d'une vitrine récréo-touristique. Donc, on a encore une fois la notion de se rattacher au récréo-parc, de mettre en valeur les atouts déjà existants sur le territoire du PPUD. L'accessibilité et la convivialité de la route panoramique. Pour cette thématique-là, les participants ont prononcé leur accord visant à prioriser l'amélioration de la cohabitation entre les usagers du transport actif et du transport véhiculaire. Cela en planifiant l'aménagement des espaces séparés dédiés aux piétons, comme des trottoirs des deux côtés du boulevard, des traverses piétonnières, des sentiers piétonniers en dehors de la piste cyclable. On a reçu pour celle-là 22 votes, 96% étaient favorables. Maintenir le rôle de trait d'union structurant entre les villes voisines en réaménagement le futur axe dans un souci d'améliorer la fluidité de la circulation. On a encore une fois des votes très favorables. 81% des 21 votes recueillis étaient favorables. Puis, on a bonifié le réseau d'accessibilité en transport en commun, malgré que c'est une notion qui n'était pas beaucoup ressortie durant les ateliers participatifs. Finalement, on a quand même des citoyens qui ont émis des idées dans ce sens-là et les idées ont reçu des votes, donc 90% étaient favorables. Donc, les idées portant sur l'accessibilité et la convivialité de la route panoramique sont accueillies aussi positivement d'un point de vue de la cohabitation des usages et de la fonction du boulevard Marie-Victorin, excusez-moi, comme un axe structurant. Finalement, les idées libres, l'habitat accessible et animé. Pour cette thématique-là, qui a été dégagée à partir des propositions libres de la boîte à idées, les participants sont prononcés sur l'offre d'une plus petite taille de logement qui faciliterait leur accessibilité à divers types de ménages. Donc, on parle ici de mini-maisons, tiny houses, sur des lots de taille appropriée, bien sûr, qui permettraient de retenir à proximité la présence d'une occupation des résidents multigénérationnels. Elle a reçu 13 votes et 72% de ces votes étaient favorables.
On a aussi développé des projets de mixité d'usage vertical qui permettraient d'accroître le parc de logements et l'animation commerciale. Donc, encore une fois, on parle de mixité verticale à travers l'autorisation des usages au rez-de-chaussée commercial, des étages supérieurs résidentiels, en s'inspirant un peu des quartiers comme le 10-30 ou le Square Candiac. Cette notion-là était peut-être un peu controversée durant les ateliers et au niveau de la boîte à idées, il y a eu 15 votes et 73 d'entre eux étaient favorables. Donc, comme je disais au début, c'est des notions qui sont complémentaires les unes avec les autres. On peut recevoir beaucoup d'opinions de toutes sortes et ça nous permet d'avoir vraiment une notion très, très complète des besoins et des aspirations des citoyens vis-à-vis du territoire du PPUD. Des idées qui portaient sur l'habitat accessible et animé sont aussi accueillies positivement du point de vue des vocations résidentielles mixtes. L'ambiance urbaine, pour cette thématique-là, qui a été dégagée à partir encore des propositions libres, on a eu la valorisation de l'éclairage urbain et architectural à travers le style du dispositif d'éclairage urbain qui agit comme un marqueur signalétique et la promotion de l'éclairage architectural soulignant les traits architecturaux du cadre bâti du boulevard. On a inclus dans le programme des projets mixtes, des places publiques et autres lieux accueillants à travers la composition d'aires à caractère public de vocation variée, comme compromis à la densification et servant de lieux de travail, de détente ou même d'agriculture urbaine. On a eu adapté l'éclairage urbain en fonction de l'expérience hivernale des usagers actifs. On a eu un petit 7 votes, mais les 7 votes étaient tout à fait positifs vis-à-vis de cette proposition-là, qui consiste à diffuser efficacement l'éclairage urbain vers la piste cyclable et la piste piétonnière en facilitant le confort des usagers et en améliorant la pratique sportive en hiver. On a finalement éveillé l'intérêt des propriétaires à un projet d'agriculture urbaine à l'échelle du quartier. Ça a aussi été discuté au cours des ateliers et c'est justement à travers la plantation de potagers aux abords des domaines privés et des domaines publics. Ça a reçu un total de 13 votes et 84 d'entre eux étaient positifs. Donc, les idées qui portent sur l'ambiance urbaine sont accueillies positivement du point de vue de l'éclairage urbain et architectural, mais aussi du point de vue des aires ouvertes à vocation variée. Donc, les parcs, le boulevard lui-même, les espaces de circulation. Le réaménagement du domaine public. Pour cette thématique-là, les participants se sont prononcés sur l'amélioration de la fluidité et la sécurité des déplacements des piétons et des cyclistes. En 5 votes, mais tous étaient positifs à cette notion-là. On parle de distribuer entièrement les circulations piétonnières et cyclables du côté du front fluvial en intégrant des mesures de protection. Leur accord visait aussi à planifier toute intervention avec un souci de durabilité à long terme et d'entretien à travers la qualité de la planification des matériaux, l'exécution des travaux et de toute intervention sur le domaine public qui permettrait de limiter la réfection. 16 votes ont été recueillis et c'était 16 votes favorables. Finalement, respecter le caractère familier des résidents pour absorber les coûts liés aux interventions en se souciant de l'impact économique des interventions qui incomberaient aux citoyens de Sainte-Catherine. Encore une fois, on a eu 100% de votes positifs vis-à-vis de cette idée. Donc, les idées qui portent sur l'aménagement du domaine public sont accueillies très positivement du point de vue de la réorganisation des espaces du boulevard et de la viabilité de ces interventions. Donc, les grandes aspirations qui sont dégagées de la démarche participative dans son ensemble, on voit que la démarche nous permet déjà d'extraire les grandes lignes des aspirations des participants. On a vu qu'à travers les trois différentes étapes de la démarche participative, il y a des grandes lignes directrices qui reviennent. Si on prend ça au sens large, on retrouve dans l'importance pour les participants de préserver et renforcer l'ambiance bucolique du territoire,
de générer une cohabitation harmonieuse entre tous les usagers du domaine public, soit les piétons, les cyclistes, les automobilistes et les autres déplacements actifs ou motorisés. Maintenir une population diversifiée au sein du territoire, c'est quelque chose qui est apparu à plusieurs endroits. Atteindre l'équilibre entre la valorisation des espaces verts et le développement urbain durable du territoire, donc l'accessibilité au logement, la mixité verticale qu'on a mentionné, les aménagements, comme encore une fois, la valorisation des espaces verts, l'intégration des qualités naturelles et bâties existantes aux futures interventions sur le boulevard et ses abords. Donc, il y a un souci de préserver ce qui est déjà acquis sur le boulevard, de ne pas juste le balayer de la main pour faire du neuf. Il y a un patrimoine historique, un patrimoine architectural, un patrimoine vert qui doit, pour les participants de la démarche participative, être préservé à tout prix. Donc, on en vient finalement à la fin de la démarche participative. On avait commencé au printemps vers la fin du printemps, début de l'été, avec un portrait du territoire. On a fait un portrait exhaustif du territoire et ce portrait-là est disponible en ligne sur le site Internet de la Ville. Comme on en est à la fin de la démarche de consultation collective, tous les documents d'analyse des étapes de la consultation ainsi que le rapport final vont être mis en ligne aussi sur le site de la Ville de Sainte-Catherine pour la fin du mois de septembre. On s'enligne maintenant sur l'énoncé de vision et les orientations, puis sur un plan d'action de mise en œuvre. Tous les programmes particuliers d'urbanisme sont faits de cette façon-là. C'est une structure qui est énoncée dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et ça implique aussi une dernière consultation publique qui sera tenue en fin de processus. Encore une fois, c'est prescrit par la LAU. L'adoption officielle du PPUD pourra suivre la démarche de consultation publique finale et devrait être, si tout va bien, réalisée pour le printemps 2022. La démarche participative nous a permis de prendre la meilleure lecture possible du territoire du PPUD. Les connaissances acquises pendant notre démarche participative nous ont parallèlement permis de renforcer le portrait qu'on avait déjà établi, puis de compléter un diagnostic exhaustif. Donc, la suite des choses dans l'élaboration du PPUD, ça va être, comme je l'ai mentionné, de réaliser l'énoncé de vision pour 2035. Le rôle de cet énoncé-là est de traduire la vision de la ville, puis nécessairement, la vision de la ville doit intégrer fidèlement les aspirations des citoyens, les résultats finalement de la démarche participative. Cette vision-là entraînera les orientations d'aménagement et les objectifs du programme particulier d'urbanisme durable, ce qui nous permettra, nous, de concrétiser ces objectifs-là en plan d'action et de mise en œuvre. Le plan de mise en œuvre, c'est l'outil qui permet de matérialiser vraiment concrètement la vision de la ville dans son territoire. Il va être rédigé en détail, toujours en intégrant les résultats de la démarche participative. Donc, une fois la procédure d'adoption du PPUD accomplie, la mise en œuvre du plan lui-même pourra être exécutée par la ville progressivement jusqu'en 2035. Donc, nous en sommes à une période de questions. Je vais arrêter mon partage d'écran. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions, des suggestions sur la présentation qui a été faite aujourd'hui? Oui, Madame Forêt, on vous entend. Madame Forêt. Bon, bonjour. Bonjour. J'ai essayé de participer autant que possible, puis on sait que l'idée de un va alimenter une autre idée. Donc, vers la fin des consultations, à force d'aller marcher sur le boulevard Marie-Victorin qu'on utilise quotidiennement, il nous était venu une idée qu'on a soumise, mais qui était un peu tard. Donc, elle n'apparaît pas beaucoup parce que dans le processus qui avait été proposé, plus de sécurité pour les piétons, puis la question de trottoir, si on pouvait enlever le trottoir côté sud,
Ça veut dire que la rue serait décalée légèrement, qu'on pourrait faire trottoir et piste cyclable du même côté avec sécurité entre les deux utilisateurs. Ce serait très économique au niveau de l'entretien pour la ville parce qu'il n'y aurait pas de calcium et de déblayage à faire des deux côtés de la rue. On a essayé de marcher sur le trottoir, nous autres. L'hiver, c'est impensable. Puis l'été, chaque entrée de maison fait un vallon. Donc, au niveau un déhanchement perpétuel, c'est idéal, mais c'est très néfaste pour le corps. Donc, on traverse, on va marcher sur la piste cyclable. Donc, on n'a pas besoin de 2 trottoirs, mais si on avait tout du côté fleuve, parce que ça l'a sorti beaucoup, que les gens veulent voir vers du côté fleuve, il y aurait possibilité que tout le monde soit du côté fleuve de cette façon-là, mais je trouve que ça ne ressort pas là-dedans, parce que ça n'a pas été proposé au début. C'est tout. C'est bien noté. Effectivement, la notion de la problématique du trottoir du côté sud du boulevard a été évoquée. La possibilité de l'éliminer pour élargir les voies puis décaler le boulevard a aussi été évoquée durant les ateliers participatifs. Donc, c'est tout à fait présent dans la réflexion. C'est parce qu'on ne le voit pas. Je l'ai pas. Pourtant, j'étais attentive, mais je n'ai pas vu cette possibilité d'enlever le trottoir côté sud. Non, effectivement, on n'est pas rentré autant dans les détails. Ça se reflète plutôt dans les grandes lignes de l'analyse, mais effectivement, c'est un élément, c'est une suggestion ponctuelle qu'on n'est pas nécessairement allé élaborer finalement dans le résumé de l'analyse qu'on a fait ce soir. Mais effectivement, c'est quelque chose qui était ressorti et qui fait partie de nos données brutes. Est-ce qu'on peut l'ajouter parce que ça n'a pas du tout? Bien sûr. J'aimerais ça. Peut-être je peux répondre à cette question, Mme Forêt. Oui. Ce soir, bien sûr, la séance d'information, c'est un grand survol d'une grande démarche. Comme Marie-Claire l'a mentionné, l'analyse brute donc, de chacune des démarches fait état de rapports donc, spécifiques. Donc, nous, on a l'ensemble des données brutes, puis il y aura un rapport spécifique autant pour le sondage que pour les ateliers, que pour effectivement la boîte à idées. Et ensuite, il y a aussi le grand rapport là, qui vient justement présenter l'entièreté de la démarche participative. Et tous ces rapports-là seront sur le site Internet de la Ville, qui vont donc être mis en ligne d'ici la fin du mois. Et notamment, votre présentation, qu'on se souvient effectivement dans l'atelier numéro 2, donc va être mis dans les rapports, bien sûr, donc il va apparaître sur la sécurité, notamment sur l'importance de la sécurité routière, la sécurité des piétons, mais aussi des deux côtés, des deux côtés du boulevard, bien sûr, parce qu'on a des enjeux aussi de sécurité des deux côtés. Là, donc, ça va être mis dans ce cadre-là, mais on ne l'a pas oublié maintenant. Je m'excuse, c'est une dernière intervention, mais on élimine les deux côtés si on en enlève un côté. On sait que sur Central, ça l'a beaucoup critiqué parce qu'il y avait 2 trottoirs, mais là, on n'en a pas besoin de 2 si on le met du côté fleuve. Et ça ne se sent pas. On va avoir aussi des études de circulation qui vont venir aussi valider certaines idées, parce qu'on a eu beaucoup d'idées. Il va y avoir des études de circulation qui vont venir valider au niveau de la sécurité des piétons, parce qu'il y a des gens qui viennent des quartiers qui ont besoin d'avoir des lieux, des îlots de sécurité qu'on appelle des deux côtés. Et tout ça, ça va être mis en ligne et puis ça va être analysé du côté d'un point de vue technique de sécurité routière et aussi des aspirations des citoyens. Donc, c'est ça, toute cette grande démarche-là. Mais on n'oublie pas toutes les idées qui sont toutes consolidées dans les rapports. Parfait, merci. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on avait d'autres mains levées? Madame Auger, puis Monsieur Perron? Je crois qu'il y avait également M. Dumas qui a levé sa main. La main. Est-ce qu'elle est toujours levée? La main. Allez-y, Madame. Oui. OK. Dans le fond, je comprends bien le résumé. La dernière étape que vous avez faite, c'est un peu les grandes lignes que vous retenez de ces rencontres, de ce sondage, aussi des boîtes à idées. C'est bien ce que je comprends.
Tout à Et fait. ça se résume dans le fond à les gens, ce qu'on retient, c'est que les gens souhaitent qu'on favorise une ambiance bucolique, qu'on renforce ça même, qu'il y ait une meilleure cohabitation vélo, auto, piéton. Il y a quelque chose autour de la sécurité qui a l'air d'être très, très important. L'équilibre entre les espaces verts et les logements, ça aussi, je comprends ça. Puis de garder une espèce de signature, ou en tout cas d'intégrer le volet naturel aux projets architecturaux, peut-être. C'est ça que je comprends pour le dernier volet. En fait, à l'ensemble des interventions sur le territoire. Les interventions ne vont pas nécessairement se limiter au cadre bâti. Ça peut aussi être dans l'aménagement du boulevard lui-même, dans l'encadrement qui se fait au niveau des bâtiments existants et effectivement des constructions futures. Mais la signature, finalement, dont on parle, c'est toujours dans l'idée de renforcer une identité qui est déjà très forte et très présente dans le territoire. Okay. Quelque chose que je comprenais moins au niveau de la méthodologie, c'est le sondage. Je comprends qu'il y a eu 400 participants. Boîte à idées, il y a eu combien de participants? Je comprends-tu que c'est 17? Excusez-moi? Est-ce que je comprends que c'est 17 participants qui ont fait des propositions dans la boîte à idées? Je laisserai peut-être Mme Hudon répondre à cette question-là si vous avez la... Oui, je l'ai. Donc, la boîte à idées a reçu 26 propositions en général sur l'ensemble des thématiques que nous avons passées et nous avons eu 454 votes uniques donc, dans la boîte à idées. Okay. C'est ça qu'on a comme données brutes. Et puis, c'est ça, ça varie en autant dans du 18 ans et de 18 à 75 ans là, et plus. Donc, on a une belle variété aussi, hommes-femmes, qui est représentée. OK. Donc, la boîte à idées, dans le fond, il y a au moins 400 personnes qui se sont prononcées sur ces idées-là. Pour l'instant, on a 454 votes. Ça peut varier là, exactement. Je n'ai pas exactement la donnée du nombre de personnes uniques qui peuvent participer. On n'a pas encore reçu cette donnée-là. Nous, ce qu'on a pour l'instant, c'est 26 propositions, 454 votes. Il y a des gens qui ont participé plus au début de la boîte à idées, donc plus à la fin. Donc, il nous reste à ressortir cette donnée brute exacte, qui va faire partie du rapport final. OK. Dans le fond, ma sous-question, c'est la boîte à idées, on est tout dans l'anecdotique par rapport à toute la démarche des rencontres que vous avez faites avec les gens et le grand sondage? Qu'est-ce que vous voulez dire par l'anecdotique? L'importance que vous accordez à une idée qu'une personne a mis là-dessus par rapport à un sondage où vous avez eu 400 votants. Non, il n'y a pas il n'y a pas un poids supplémentaire à la boîte à idées versus le sondage. Je pense que Marie-Claire va pouvoir ajouter là-dessus. C'est pour aller dégager certaines lignes, comme elle expliquait au départ. Un étant complémentaire à l'autre. Puis des fois, c'est des nuances qu'on va chercher, mais il n'y a pas plus de poids. Là. Donc, Voilà. On ne prend pas la boîte à idées... On prend pas la boîte à idées comme une liste d'épicerie en quelque sorte, mais c'est toujours intéressant d'aller chercher les idées des citoyens, les idées des participants. Des fois, il y a vraiment il y a des choses qui ressortent. Donc, quand une personne peut simplement émettre une idée un peu dans l'anonymat, il y a des choses vraiment intéressantes qui peuvent ressortir. Et la boîte à idées, c'était une bonne façon d'aller chercher finalement, d'aller chercher des informations complémentaires aux ateliers puis aux sondages. Des fois, des gens ne pouvaient pas participer aux ateliers et ont quand même pu envoyer des propositions dans la boîte à idées selon l'horaire qui leur convenait le mieux. Mais comme Mme Hudon a dit, il n'y a pas nécessairement, la boîte à idées n'a pas une importance qui dépasse celle du sondage ou des ateliers participatifs. Merci. On avait ensuite M. Perron. Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour. On avait discuté la dernière fois de peut-être essayer de ralentir la vitesse
les limites de vitesse sur Marie-Victorin de 50 à 30 km/h. Car il y a Effectivement. beaucoup, dans mon bout, moi j'habite la place Charlemagne, et il y a beaucoup d'étudiants. J'en ai vu même hier soir, ils ne voyagent pas tous avec les autobus scolaires. Il y en a qui traversent la rue, prennent la piste cyclable, ils s'en vont jusqu'au point de la rue Jacques pour prendre l'autobus là, qui passe. J'en ai vu 3, 4 avec le petit chandail rouge, ils sont faciles à reconnaître. On avait dit que la vitesse là, causait aussi beaucoup de bruit pour ceux qui se promènent en auto et qui se passent dans des F1, là, font beaucoup de bruit de moteur, bruit de muffler. Fait que je me demandais, là, je n'ai pas entendu parler de si on avait pris ça en considération de réduire la limite de vitesse. En fait, la possibilité de réduire la limite de vitesse a été évoquée à plusieurs reprises. Dans la synthèse qu'on faisait ce soir, on voulait vous présenter plutôt les enjeux, plus que les solutions comme de réduire la vitesse ou c'est l'enjeu de bruit a été mentionné, l'enjeu de sécurité est ressorti plusieurs fois et soyez assurés que vous n'êtes pas le seul à avoir proposé une diminution des limitations de vitesse sur le boulevard Marie-Victorin. Ça fait aussi partie de nos données brutes et ça fera partie de notre analyse et de notre rapport final. C'est bien. J'avais une autre petite question. L'idée n'est-il pas de réduire la circulation qu'on a sur Marie-Victorin? Et si on veut bâtir des maisons appartements avec des commerces sur le premier étage, je crois qu'on ne réduira pas le trafic. Il me semble qu'il y a assez de magasins sur la 132, sans vouloir en mettre plus sur Marie-Victorin, qu'on veut peut-être donner à Marie-Victorin là, une vocation plus sportive, des vélos, plus estivale et non pas commerciale. Je suis surpris d'entendre ça. Puis même, il y a quelqu'un qui avait mentionné que c'est bien beau vouloir avoir des appartements avec des commerces au premier étage, mais à quel endroit vont stationner ces personnes-là? Il n'y a pas d'endroit de stationnement sur Marie-Victorin. Je suis surpris que c'est encore sur un des projets de faire ce genre de building-là. Mais encore une fois, on est vraiment dans le partage des informations qu'on a reçues qui sont sorties de la démarche participative. On n'est pas en concept, on n'est pas en train d'élaborer les grandes lignes du plan directeur. On n'est pas rendu là encore. On fait état des opinions de la majorité des participants. Effectivement, l'enjeu du stationnement a été identifié par beaucoup de gens. Le commercial a fait sujet de beaucoup de débats et notre compréhension, c'était que les participants, beaucoup de participants souhaitent voir arriver une offre commerciale plus diversifiée, mais sûrement pas la même qui a été qu'on peut retrouver sur la 132 ou qu'on peut retrouver finalement dans un centre d'achat, par exemple. On parlait plutôt de commerce et de services de proximité. Donc, quelque chose qui vient en complémentarité finalement avec une certaine forme de densification résidentielle, mais pas des grands centres commerciaux, pas de chaînes de restaurants ou de commerce. C'est encore quelque chose qui va faire partie de notre analyse, qu'il faut qu'on étudie longuement et en profondeur parce que c'est effectivement assez délicat dans le contexte du territoire du boulevard Marie-Victorin. Et encore une fois, les stationnements, oui, ça a été souvent évoqué et on est bien conscient qu'il va y avoir un manque dans le contexte de densification. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Est-ce que j'avais une autre main levée? J'en ai vu une. A-t-elle disparu? Je crois que c'était Madame Duhamel. Est-ce que nous avons d'autres interventions? Eh bien, je crois que dans ce cas-ci, il n'y a plus d'intervention. Je pense qu'on pourrait conclure la présentation ici. Vous trouverez sur le site Internet de la Ville
la présentation PowerPoint que vous pourrez retourner voir et vous pourrez reconsulter pour références futures. S'il y a des choses qui vous ont échappé, on s'est arrangé pour que le contenu de la présentation soit assez étoffé et que vous n'ayez pas besoin d'un interlocuteur pour vous la réexpliquer. En terminant, je vais me permettre de vous remercier pour votre intérêt soutenu au processus de consultation collective qu'on a mis sur pied. Lorsqu'on a mis de l'avant ce projet-là, de créer un programme particulier d'urbanisme durable pour le boulevard Marie-Victorin, c'était très important pour la Ville, pour le service d'urbanisme, d'aménagement du territoire de la Ville, de consulter les citoyens. On a voulu des modes de consultation diversifiés. Donc, je pense que ça a porté fruit. Ça a fait en sorte que les gens pouvaient soit se joindre à la discussion en groupe, soit pouvoir proposer des idées du confort de leur foyer. Mais c'est en fait une belle matière qui est riche, qui est diversifiée, puis qui va nous permettre d'aller de l'avant avec une vision. Je tiens à vous rassurer aussi parce que par vos questions, je comprends qu'il y en a qui étaient inquiets de ne pas voir leurs réponses ou leurs commentaires. En fait, ce soir, c'était simplement une conclusion à toutes ces étapes-là de consultation publique. Et sachez qu'on a tous vos commentaires et toutes vos données. Quand on parle notamment du sondage, 400 répondants, 9 questions à développement. Donc, on a 9 fois 400 commentaires qu'on a tous lus et qui va nous permettre là, de puiser pour aller plus loin et puis pouvoir mener nos études, là, comme Mme Hudon le mentionnait, nos études notamment sur la circulation. Et puis, on peut en ajouter aussi si on voit qu'il y a des éléments qui ressortent, qui méritent d'être étudiés davantage. Donc, je tiens en terminant à vous remercier, puis à vous demander de rester à l'affût sur les sites Internet, les réseaux sociaux pour pouvoir nous accompagner dans la suite du projet jusqu'au printemps prochain. Donc, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. En espérant que vous avez apprécié cette démarche. Merci beaucoup. Merci beaucoup.